Mais finalement, le private equity, c'est assez simple. Ça consiste à apporter des capitaux à une entreprise. Et il lui a dit, bon, on va faire ce qu'il faut pour vous aider, humainement et financièrement, pour passer ce mauvais moment. Le courage qu'il faut avoir dans un certain nombre de situations, alors même que tous les paramètres financiers, comptables, peuvent être un peu effrayants. La mesure du succès de notre métier, c'est lorsque, une fois qu'on a investi et suivi un projet, on vend cette société. Là, on a la mesure de notre succès. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast vidéo Inside, le private equity pour tous. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai la chance de recevoir donc monsieur Jean-Paul Bernardini. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Bon si tu veux, on va commencer avec la première question. Donc, qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel est ton parcours scolaire, professionnel? Donc, très rapidement, avant qu'on y revienne plus en détail. En fait, j'ai grandi dans la banlieue ouest parisienne. Okay. Ma famille n'était pas particulièrement liée au monde des affaires. C'était plutôt des gens qui étaient dans un environnement de magistrats, d'avocats, Okay. de fonctionnaires. Et donc, mon début, si je puis dire, d'études a été un moment de découverte, en fait, d'un autre monde. Et donc, du coup, quel métier tu voulais faire enfant? Est-ce que tu étais plus influencé au début par ce que faisaient tes parents? Ou est-ce que directement, toi, ça t'intéressait directement la finance ou ce genre de sujet ou... Alors, en fait, au départ, moi, j'ai failli être médecin. Je voulais être médecin quand j'étais jeune. Et puis, finalement, le hasard des fins de parcours de lycée a fait que j'étais plutôt bon en maths. Okay. Et qu'un de mes professeurs m'a vraiment recommandé d'aller faire une prépa HEC. Okay. Ce qui était là aussi relativement nouveau à la fois pour moi ou les personnes qui étaient avec moi au lycée. Et au bout d'un an de prépa, j'ai réussi à rentrer à l'ESSEC. Okay. Ce qui était... j'étais très jeune, j'avais 18 ans quand je suis rentré. Donc okay. C'était là aussi un moment de découverte, un autre monde, en étant moi-même relativement jeune, y compris par rapport à les autres étudiants. Et donc en fait, tu as fait cette prépa, puis après donc, tu rejoins l'ESSEC. Et du coup, c'était quel type de programme? Peut-être pour les gens qui en regardent, sûrement que ça a changé entre-temps. Mais alors les choses ont beaucoup changé, mais finalement pas tant que ça. Okay. On continue encore aujourd'hui à étudier les grandes matières d'économie, de finance, de comptabilité, de marketing. Et puis ensuite, on se spécialise au fil des années et des stages en fonction des expériences ou des goûts ou des rencontres qu'on fait avec les sociétés ou les dirigeants ou d'autres étudiants, bien sûr. Et du coup, ça s'est bien passé? Ça a duré combien de temps? C'était en 4 ans, 3 ans? C'était en 3 ans à l'époque. Donc okay. C'était beaucoup plus... Enfin, une année de moins, un peu moins de stages, un peu moins de cours. Donc, okay. Voilà. Et donc, tu as fait combien de stages? Si tu peux un peu nous expliquer, c'est vrai que c'est pas évident de trouver ses premiers stages, de faire ses premières recherches, etc. Quel processus? Comment toi, tu t'en es sorti? Est-ce que tu connaissais quelqu'un? Alors, c'était une époque assez fluide, où il y avait un bon service d'aide aux étudiants pour trouver des stages. Les entreprises étaient accueillaient volontiers les étudiants de l'ESSEC. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire des stages dans une société qui fabriquait des médicaments. D'accord. Et puis ensuite dans une banque pour faire de l'analyse financière. D'accord. Okay. Donc, un parcours assez fluide, assez facile finalement en termes de recherche d'opportunités de stage. Et puis ensuite, j'ai fait mon service militaire dans la marine, où là, j'ai rejoint une petite équipe qui faisait du suivi budgétaire et du suivi informatique de projet. Qui a été en fait aussi le déclencheur de mon premier emploi. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, tu as débuté du coup ta carrière en 85 donc chez Andersen Consulting. Donc du coup, tu n'avais pas forcément fait un stage juste avant chez eux. Mais derrière, donc, tu as postulé, comment ça s'est passé? Quel type de boîte tu recherchais toi au début? Alors il y avait une vraie continuité avec ce que je faisais paradoxalement pendant mon service militaire, puisque en fait on était au tout début des micro-ordinateurs. Les micro-ordinateurs existaient à peine. Il y avait un ordinateur qui s'appelle l'Apple IIc à l'époque. C'est vraiment un ancêtre des micro-ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui. Et donc naturellement, en fait, vu ce que j'avais fait dans la marine, vu mon parcours à l'ESSEC,
finance, un peu d'organisation informatique également. J'ai été embauché chez Arthur Andersen. Okay. Voilà. Bon, ceci étant, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas pas ta tasse de thé. Voilà, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Okay. Et je suis retourné dans la finance en rentrant, donc à l'époque, chez une banque qui n'existe plus puisqu'elle a été absorbée par BNP, qui était Paribas. D'accord. Voilà. Et du coup, donc, quand tu arrives là-bas, est-ce que tu peux nous expliquer donc, un petit peu quel poste tu occupais, les différentes missions que tu avais, comment ça se passait du coup là-bas chez Paribas? Alors en fait, à l'époque, on est en 1986, les parcours étaient assez organisés dans les grandes banques d'affaires comme Paribas, où tout le monde rentrait finalement dans des équipes de financement bancaire, donc apprenait à suivre des entreprises, analyser le risque, monter les financements pour les entreprises, et c'est ce que j'ai fait pendant à peu près 3 ans et demi. Et en fait, j'ai eu la chance, rétrospectivement, de m'occuper d'entreprises en difficulté, qui étaient sur des secteurs difficiles, la machine-outil, la mécanique, l'industrie lourde, dont certaines étaient en vraie difficulté, certaines ont déposé le bilan, donc j'ai eu mes premières armes sur des sujets difficiles. Mais ce qui a été une opportunité, puisque en fait, certaines de ces entreprises étaient aussi suivies par le département des affaires industrielles de Paribas. Okay. Et donc, tout naturellement, ayant travaillé avec eux, au bout de 3 ans et demi, ils m'ont proposé de les rejoindre et de travailler avec eux sur un certain nombre de secteurs, dont le BTP et les transports. Donc, en fait, c'est à l'issue de ces années-là que tu rejoins donc, ce qui s'appelle aujourd'hui donc, PAI, donc qui était en fait Paribas Affaires Industrielles, c'est bien ça. Oui. Et donc du coup, avant donc, d'en apprendre un peu donc, davantage sur ce que tu as fait, etc. chez PAI, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu donc, pour les gens qui nous regardent ce qu'est le private equity et le rôle d'un fonds d'investissement de la manière la plus simple possible? Oui, alors en fait, on a toujours tendance à, je dirais, complexifier les choses, mais finalement, le private equity, c'est assez simple, ça consiste à apporter des capitaux à une entreprise, à tout stade de son développement, au moment de sa création, au moment de son développement une fois que le business model est validé, et puis lors de phases de transmission familiale ou de cession par un groupe qui souhaite se recentrer sur ses métiers principaux et donc souhaite céder une filiale. Donc finalement, c'est à ces occasions-là que l'investisseur intervient au capital de l'entreprise. Il intervient pour apporter des capitaux, il intervient pour participer à la définition de la stratégie, pour optimiser l'organisation humaine, donc accélérer le recrutement, amener des talents dans l'entreprise pour la développer, et toujours avec une optique de faire croître la société, améliorer ses marges, l'aider à en acquérir d'autres. Donc je dirais que quel que soit finalement même si les choses ont évolué depuis 20 ans, le métier d'investisseur, il est resté assez identique, même si les techniques financières, les techniques d'analyse des projets ont évolué et se sont perfectionnées, en fait. Ok. Et du coup, ça rejoint donc la prochaine question, c'est comment du coup tu as été initié à ce domaine. Donc comme tu me l'as dit, tu as rejoint du coup cette branche-là à ce moment-là, mais vu que c'était un métier quand même relativement nouveau, est-ce qu'à l'époque déjà ce terme de private equity ou capital investissement était utilisé, ou de quelle manière c'était structuré à ce moment-là? Alors en fait, le private equity, le mot n'existait pas, le mot fonds n'existait pas. Il est apparu au milieu des années 80, on va dire 95 vraiment. Jusque-là, en fait, les prises de participation financières passaient par des grandes banques d'investissement comme Paribas, comme Suez, comme ce qui a été fait également par le Crédit Lyonnais, voilà, ou la Banque Lazare qui faisait aussi ce type d'opération. Et en fait, directement, la banque, donc en l'occurrence Paribas, prenait des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés. Les développait, et puis au bout de quelques années, revendait ces sociétés, soit à d'autres acteurs, soit en les introduisant en bourse. D'accord. Donc une approche finalement relativement simple, uniquement avec des outils de capital, très peu d'accès à la dette, comme ce qu'on fait aujourd'hui en faisant des opérations avec du levier. Donc ça, le levier est très peu utilisé. Et donc une détention qui parfois était très longue pour chez Paribas,
avec des projets très diversifiés, que ce soit dans l'industrie, les services, les médias, la distribution, l'hôtellerie. Enfin, on avait une gamme de participations qui était extrêmement large. Ouais. Ok. Et du coup, donc, pour revenir un petit peu donc, à cette période-là, PAI, déjà expliquer peut-être aujourd'hui qu'est-ce que fait PAI, est-ce que la stratégie a beaucoup changé entre-temps, ou est-ce que c'est plus ou moins les mêmes critères d'investissement, juste pour présenter peut-être PAI. Oui. Alors en fait, PAI a été créé en filialisant l'activité d'investissement de Paribas Affaires Industrielles lorsque la BNP a pris le contrôle de Paribas. La BNP est une banque de réseau, historiquement, donc peu familière avec les investissements en capital, et avec une approche prudente, puisque en fait, détenir des participations capitales pour une banque, ça veut dire mobiliser beaucoup de fonds propres dans les ratios prudentiels. Okay. Et donc, la BNP a souhaité ne pas poursuivre cette activité. D'où la création de PAI, sa filialisation. Et donc, PAI a fait deux choses, a géré en extinctif le portefeuille qui était toujours porté par le groupe BNP Paribas, et ensuite a créé et levé des fonds auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers. Okay. Et c'est ce qui se passe depuis à peu près 20 ans, depuis 2002-2003. Très bien. Et du coup, toi, quel poste tu avais exactement et quelles étaient tes missions quand tu as rejoint donc, PAI? Alors, en fait, j'ai eu la chance d'avoir 3 vies chez PAI. Okay. Une vie en tant qu'investisseur lorsque je les ai rejoints sur le secteur BTP et transport. Okay. Qui a duré à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Puis une vie en tant que numéro 2 de la direction financière de PAI qu'on venait de créer, okay. Qui a également duré 3 ans et demi, 4 ans, où là j'ai pu finalement travailler sur l'ensemble des lignes du portefeuille. Il y en avait à l'époque à peu près 300, donc c'était alors avec bien sûr des poids relatifs très différents, mais c'était un très très grand portefeuille. Okay. Et donc avec beaucoup d'interventions sur les sociétés du portefeuille les plus importantes, les processus d'investissement, les processus de consolidation de résultats, la planification des sessions, enfin tous les sujets importants d'une direction financière, d'une ligne d'investissement. Okay. Et puis ensuite, à l'occasion d'une réorganisation en fait de PAI, j'ai eu l'occasion de prendre la responsabilité d'un des pôles sectoriels qui couvrait les télécoms, les sociétés de services informatiques et le matériel électrique pendant 8 ans. Voilà, là ça a été une vraie opportunité okay. professionnelle et personnelle avec une équipe qui faisait 5 personnes, enfin donc de quoi vraiment mettre en œuvre une politique d'investissement intéressante sur tous ces secteurs qui, à ce moment-là, donc on est au courant des années 2000, okay. Étaient en plein développement, notamment dans tout ce qui était télécom et Internet. Et vous avez aussi un attrait particulier déjà pour l'IT et la télécom, ou c'était justement par rapport à l'époque, comme tu me dis, ou est-ce que tu aimais ça particulièrement ou c'est simplement par l'occasion Non, c'était à l'occasion d'une réorganisation des équipes où il y a disons qu'il y a une volonté de faire évoluer un petit peu, de rajeunir certains responsables, de redynamiser l'étude, le suivi des projets, où en fait finalement on a redistribué les rôles un peu différemment entre les membres de l'équipe, et à cette occasion qu'on m'a proposé de prendre la responsabilité de ce secteur. Et donc, comment s'est passé ton tout premier investissement, entre guillemets? Est-ce que ça s'est bien passé ou... Alors, oui, mon tout premier investissement, je l'avais fait dans la première partie, si j'ose dire, dans la partie où je m'occupais notamment des transports. Et je l'avais fait dans une société qui s'appelle Stef TFE, qui existe toujours, okay. Qui est un leader européen dans le domaine du transport et du stockage frigorifique. Okay. Et qui à l'époque en fait était une petite filiale de la CGM, donc Compagnie Générale Maritime, donc était dans l'orbite de l'État, et qui là aussi on est dans l'exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure, cession par un grand groupe d'une filiale non stratégique. Et donc nous avions aidé en tant qu'actionnaire minoritaire aux côtés d'autres investisseurs financiers à sortir cette société du giron de CGM. Ça a été une très belle histoire. Aujourd'hui, c'est un groupe indépendant avec
voilà, qui fonctionne très très bien sur tous ces métiers et qui a conservé sa position de leader au niveau européen qu'il avait déjà à l'époque. Là, on est en train de parler d'une opération qui remonte à 1993, hein, donc oui, voilà, qui était il y a 30 ans, mais qui continue à remarquablement fonctionner. Ok, donc ça s'est plutôt bien passé, parce que c'est vrai que des fois on a l'habitude d'entendre que une première opération, un premier investissement, c'est toujours un peu difficile, parce que forcément c'est la première, donc comme toute chose c'est pas simple, mais donc pour toi ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça s'est bien passé, oui, tout à fait. Ok. Est-ce que du coup par rapport à ça, sur cette première partie de vie entre guillemets, est-ce que tu as une anecdote peut-être à raconter, quelque chose qui s'est passé, soit chez PAI, soit chez BNP, ou bien chez Andersen? Est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire, ou c'est pas obligatoire, mais... Non, en fait c'est intéressant cette question, parce que finalement il y a une anecdote qui me revient, mais qui est une anecdote je pense qui illustre l'importance des relations dans nos métiers. Lorsque j'étais à la direction financière de PAI, je suivais donc, j'évoquais tout à l'heure, des grandes sociétés du portefeuille, et l'une d'entre elles était on va dire, difficulté. Alors, difficulté essentiellement due à des problèmes, quand on prend du recul, conjoncturels, mais difficultés quand même, donc difficultés financières. Et un jour, le président de cette société est venu rencontrer le président de PAI. J'étais présent à cette réunion, et il a quelque part finalement remis son mandat en disant écoutez, voilà, c'est très difficile, j'y arrive pas, ou du moins la société est dans une telle difficulté que je souhaite remettre mon mandat entre vos mains, et voilà, pour éventuellement que vous puissiez trouver quelqu'un d'autre, parce que c'est pas simple. Et je trouvais que la réaction à ce moment-là du président de PAI était intéressante, parce qu'il l'a conforté. Il lui a rappelé toute la confiance qu'avait l'institution, à la fois dans sa société et dans sa personne en tant que dirigeant. Et il lui a dit on va faire ce qu'il faut pour vous aider humainement et financièrement pour passer ce mauvais moment. Ok. Et depuis cette affaire, dont le président est resté en poste pendant très longtemps, il ne l'est plus aujourd'hui, mais bien sûr, mais il est resté en poste pendant 30 ans, et est devenu une très très belle affaire française. Donc je ne la cite pas, mais c'est pour illustrer le point. Et je pense qu'il est intéressant dans cette anecdote, c'est le courage qu'il faut avoir dans un certain nombre de situations, alors même que tous les paramètres financiers, comptables peuvent être un peu effrayants. Et donc je pense que ça fait partie de notre métier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà des chiffres, il faut avoir le courage, la conviction pour accompagner les entreprises dans lesquelles on est investisseur. Et donc toi, c'est la première fois du coup que tu étais confronté à une opération un peu difficile, c'est ce qui t'a marqué du coup, puisque tu nous la racontes aujourd'hui. Ensuite, on pourrait peut-être passer donc si tu le veux bien, donc à la seconde partie, donc du coup tu rejoins après Natixis Private Equity, donc 7 ans plus tard plus ou moins, quelque chose comme ça. Pourquoi tu es parti de PAI? Peut-être que tu en avais marre, ou que tu voulais voir autre chose. Quelle était la raison de ton départ? Non, le moment était un moment un peu charnière, puisqu'on est en 2003-2004. C'est le moment où PAI vient de prendre son indépendance, et où les modèles d'intervention de PAI se sont, on va dire, spécialisés. Avant, on avait une gamme d'intervention entre des moyennes entreprises et des, on va dire, plus grandes entreprises, mais qui donnait aux équipes une forme de flexibilité sur la taille, pour autant qu'on restait dans une zone, dans un secteur déterminé. Et là, un choix a été fait, qui est totalement légitime, de se concentrer sur des entreprises plus importantes, et où finalement le rôle des jeunes associés était, je dirais, devenait plus un rouage d'une équipe plus grande, au lieu d'être un responsable plein et entier de projet. Bon, donc c'est une évolution, un moment où j'avais moi quand même pas mal d'expérience, et donc l'opportunité de rejoindre Natixis Private Equity pour diriger une des filiales m'a paru être un challenge professionnel intéressant. Et donc j'ai rejoint Natixis Private Equity en prenant la responsabilité
donc de Eni Partners, qui gérait des investissements minoritaires, donc à l'époque, dans des sociétés mid-cap françaises. Alors, ensuite, on a connu une évolution quelques années plus tard, donc en 2009-2010. Alors, on est dans la conséquence de la crise des subprimes dans un certain nombre de banques, dont Natixis, qui, face au challenge des restructurations, face au challenge du retour à la rentabilité, a fait un choix tout à fait légitime, en fait, de libérer des fonds propres, et notamment en cédant son activité private equity. Donc, c'est à cette occasion qu'on a pris notre indépendance, en ayant au préalablement, ce qui a complexifié les choses, fusionné avec une autre entité de Natixis Private Equity, qui s'appelait XN, d'où la création de Nixen, qui est la fusion des deux en 2010. Voilà. Et donc XN et Eni Partners, du coup, étaient deux filiales qui appartenaient en fait à Natixis et qui après ont fusionné. Les activités étaient très différentes entre XN et Eni. Alors, en fait, il y avait on va dire que chez Natixis, donc chez Eni Partners, on avait une dominante d'investissement minoritaire, mais on avait aussi quelques investissements majoritaires. Et chez XN, on avait une dominante d'investissement majoritaire, avec aussi quelques opérations minoritaires. Et il s'est trouvé qu'entre 2004 et 2009, on avait eu l'occasion de faire en fait 3 opérations en commun, ce qui nous avait aussi rapproché les deux équipes. On a eu l'occasion de faire 3 dossiers importants qui étaient Seva, Southern Glass et Buffalo Grill, où les deux équipes avaient en fait uni leurs efforts et aussi co-investi dans les dossiers. Ce qui rendait, si je puis dire, le rapprochement plus possible, puisque les gens se connaissaient et finalement intervenaient beaucoup sur des sujets voisins. C'est très intéressant en tout cas. Et du coup, comment aujourd'hui Nixen du coup s'est construit, donc au fur et à mesure, donc comme tu l'as déjà expliqué avec la fusion donc des deux entités. Donc au début, quelle était la stratégie de Nixen? Comment ça se passe? Parce que du coup donc le spin-off se fait. Donc tu diriges après directement Nixen ou comment ça se passe à ce moment-là? Oui, c'est ça. En fait, j'avais pris la direction de l'ensemble fusionné avant le spin-off, donc fin 2009, début 2010. Et on avait redéfini une politique d'investissement qui était centrée sur des opérations majoritaires dans des entreprises mid-cap françaises, entre 100 millions et 500 millions de chiffre d'affaires, pour situer les choses. Et donc, tout naturellement, on a axé notre première levée de fonds sur cette stratégie. Et donc, du coup, comment se passe donc cette première levée de fonds, les premières opérations? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça coulait de source, entre guillemets, ou... Alors, en fait, la levée de fonds n'était pas très simple. D'abord parce qu'on était en 2010, c'est un contexte relativement difficile. On était là avec les problèmes qui étaient les conséquences, en fait, on va dire des difficultés d'un certain nombre de pays européens, dont la Grèce, et l'impact que ça avait sur la zone euro. Des problématiques fiscales en France qui étaient aussi un petit peu compliquées. Là, on est en 2012. Et donc, la levée n'a pas été très facile. Mais on a fini par effectivement lever un premier véhicule qui donc a investi sur ces entreprises moyennes françaises. Et puis en 2019, alors pour des raisons multiples, on a choisi en fait de faire évoluer la société de gestion vers des opérations de co-investissement. Qui donne lieu, lorsque nous faisons des opérations de co-investissement, donc la création de véhicules dédiés auxquels nous associons des investisseurs professionnels qui connaissent bien le monde du private equity, donc pour nous accompagner dans chacun de ces projets. Très bien. Et du coup, pour revenir un petit peu donc, aux premières opérations, on va dire, de Nixen, donc les premiers véhicules, est-ce que là, encore une fois, tu as peut-être quelque chose à raconter ou qu'est-ce que tu as appris? Comment c'était à ce moment-là tes investissements, l'équipe? Non, il n'y avait pas de spécificité particulière pour Nixen. L'équipe, on faisait une quinzaine de personnes avec des gens expérimentés un peu à tous les niveaux de responsabilité. On a déroulé une politique d'investissement, je dirais classique, essentiellement majoritaire. Voilà.
Et on a eu objectivement des difficultés sur un ou deux dossiers qui ont sans doute un peu pesé sur la rentabilité d'un de nos fonds et aussi pesé sur le positionnement de Nixen dans le long terme. Et donc justement, comment tu évalues les différentes opportunités d'investissement et quels sont les différents critères clés à considérer lors de la sélection d'un projet? Bon, je sais qu'il y en a énormément, mais peut-être les principaux, qu'est-ce que toi tu vas regarder? C'est intéressant d'avoir cette vision. Alors les critères sont vraiment multiples, hein, il n'y a pas de... Mais je dirais, ce qui est important, c'est le fait qu'on ait avant tout un marché ou une entreprise qui soit sur une activité en croissance. Ok. Alors même si on est sur une économie avec des taux globaux de croissance assez faibles, quelques pourcents, 2-3%, en fait il y a toujours des sous-secteurs où la croissance est beaucoup plus importante. Et c'est là où c'est extrêmement important de valider la croissance du marché. Ensuite, d'éviter les ruptures technologiques. Okay. Il faut éviter d'investir dans une société qui fait des tirages photos lorsque le numérique arrive. C'est arrivé dans le passé, on l'a pas fait, mais c'est un dossier qui a eu des difficultés. Là, on est vraiment dans l'évolution avec le risque technologique qui peut tout changer. Bien sûr, la qualité du management, les performances passées, et notamment la capacité des managers à exécuter les budgets. Okay. Donc c'est très important de regarder si les budgets qui ont été présentés ont été réalisés. Okay. C'est un petit exercice technique, mais c'est pas mal de le faire. Et puis, est-ce que le management a déjà réalisé des acquisitions en France, à l'étranger? Est-ce qu'ils sont motivés par le projet? Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? Enfin bon, tout un tas de séries de paramètres qui sont importants pour nous dans l'analyse du sujet. Et puis, dernier point important, c'est de s'assurer qu'on a bien une liquidité potentielle sur notre actif à horizon 4 à 6 ans, soit auprès d'un acteur stratégique, soit auprès d'un autre investisseur financier. Donc maintenant, pour passer à des questions un peu plus ouvertes, plus pédagogiques, quel a été ton meilleur investissement? Donc pas forcément uniquement en termes de rendement financier, mais peut-être dans la manière dont ça s'est passé, ta relation avec les dirigeants. Alors, oui, on a chez Nixen, on a fait une opération très intéressante qui a été un spin-off d'Alcan. Alcan avait racheté Péchinet et donc a ensuite restructuré le portefeuille d'activités et donc cédé un certain nombre d'activités. Et on a eu l'occasion d'être mis en relation avec l'ex-Péchinet Alcan, donc la partie packaging en fait d'Alcan, pour reprendre une activité dans la transformation d'aluminium en emballage, donc emballage aluminium. Et ça a été un travail très long, mais qui a été très intéressant parce qu'il a permis de quelque part souder l'équipe au sein de Nixen qui travaillait sur le sujet, parce que ça nous a pris 2 ans. Ça, c'était le premier, je trouve que c'est un premier intérêt de ce projet, c'est qu'on a vraiment pu travailler ensemble et créer des relations fortes au sein de l'équipe qui travaillait sur le projet chez Nixen. Ensuite, avec le management, parce que ça a été très compliqué, et donc il a fallu démonter ou créer un tas d'outils pour piloter cette affaire qui était totalement intégrée dans le business d'Alcan Packaging. Ensuite, trouver les outils de motivation pour que le management déroule la stratégie, se motive auprès des clients pour développer le business. Et puis enfin, vendre dans des bonnes conditions un autre investisseur financier. Donc ce qui était intéressant, c'est finalement, ça a été la courbe d'expérience partagée avec l'équipe, avec le management, sur un sujet très complexe. Alors, accessoirement, on a fait un très beau retour en termes de multiples d'investissement, qui était au-dessus de 4,5, si mes souvenirs étaient bons. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est la courbe d'expérience bâtie ensemble au sein de l'équipe. Ça a été un élément de cohésion très fort. Donc, qu'est-ce que tu en as appris, en fait, justement, tout ça? Donc, comme tu dis, c'est vraiment cette cohésion que toi, tu as eue avec ton équipe. Oui, cette cohésion, le fait d'avoir à inventer des choses, réfléchir sur des accords de maintenance informatique avec il y a beaucoup de choses qu'il a fallu créer, pour renégocier des accords d'approvisionnement d'aluminium,
voilà, avoir des systèmes de caution qu'il fallait imaginer, parce que tout ça a été pris en charge par le groupe précédemment. Il fallait imaginer le système de reporting. Donc, tout était nouveau. Et donc tout était nouveau. Donc, voilà, donc on a beaucoup créé, et donc ça c'était très intéressant. Voilà. C'était pas simplement de répondre à un mémo venant d'une banque en disant donnez-nous le prix pour acheter cet actif. Il a fallu vraiment. Mais il y avait un vrai travail d'accompagnement. Et ça c'était très intéressant. Ça c'était vraiment très intéressant. C'est ce qui t'a servi beaucoup pour la suite. Ce qui a servi, voilà, ce qui a été un exemple pour regarder d'autres sujets, étudier d'autres projets. Donc, Et du coup, à l'inverse, quel a été donc, ton pire investissement donc, sur les mêmes choses, pas forcément uniquement financier, mais peut-être une difficulté avec le dirigeant Alors oui, c'est un bon, je crois que c'est un bon angle. En fait, la notion de relation. On a eu le cas d'un dossier qui a en fait révélé un bon dossier en termes de performance, en termes de multiples, pas de doute, mais dans lequel la relation avec, on va dire, avec le dirigeant n'était pas au standard de la profession. C'est-à-dire qu'on était dans une relation où la transparence, la confiance était en permanence, je dirais, remise en cause, et donc ce qui posait des gros problèmes de fonctionnement. Donc ça a été dit. Alors je passe sur les détails, mais ça a été, voilà, on a vécu des moments de crise très complexes. Du fait de ces problèmes de transparence et de confiance. Est-ce que ça, tu l'as vu déjà plusieurs fois dans d'autres dossiers, du coup? Alors non, ça a été le seul cas où j'ai vraiment vécu ce type de relation qui était très inhabituel. Inhabituel. Ouais. C'est très intéressant en tout cas, de savoir tout ça. Et donc là, c'est un peu plus une question donc, pour les personnes qui nous regardent. Mais selon toi, quelles sont les compétences et qualités qui sont donc essentielles pour réussir dans ce métier? Et comment les jeunes professionnels peuvent se développer donc, dans la profession, quelles qualités vraiment ils doivent maîtriser, est-ce que tu as un retour à faire par rapport à ça Oui, alors en fait il y a une double dimension d'expérience et de compétences. Il y a une dimension que j'appellerais des hard skills, c'est-à-dire c'est des compétences techniques. Donc c'est bien sûr une capacité de travail, c'est un métier où on a tendance à beaucoup travailler. C'est une capacité à modéliser, donc maîtriser les outils classiques d'Excel, mais pas que. C'est savoir s'investir et comprendre tous les aspects juridiques et fiscaux, et ils sont nombreux dans nos métiers, puisqu'il y a de la transaction, et puis ensuite il y a du suivi des opérations, il y a la mise en œuvre de pactes d'actionnaires, donc c'est des compétences qui vont s'acquérir avec le temps. Et personne ne peut avoir tout au départ, c'est pas possible. Oui. Chacun arrive avec une spécialité, de la modélisation, de l'analyse stratégique, des compétences juridiques ou fiscales, et puis ensuite acquérir les autres. Parce que c'est un métier qui nécessite énormément de compétences transverses, énormément de choses à et gants qui vont s'apprendre petit à petit. Et puis ensuite, il y a un autre registre, ce que j'appelle des compétences soft skills, qui là sont, une fois qu'on passe dans la partie relationnelle avec les dirigeants, ça va être de créer la confiance, ça va être d'être capable de gérer aussi les rapports de force, parce qu'il y en a à tout moment, que ce soit au moment où on investit, au moment où on prend ou pas des décisions d'acquérir une nouvelle société à partir de la société existante, les modalités de la sortie, les modalités du partage de la valeur. Il y a du rapport de force, il y a de la négociation. Et là, on rentre dans des compétences soft skills, qui doivent s'acquérir au fil du temps. Donc, c'est de la formation à la négociation, c'est de la formation à la gestion du stress, c'est plein de choses. Et c'est la combinaison des deux, hard skills et soft skills, qui vont faire que, à 40 ans ou 45 ans, on sera un bon ou un très bon investisseur. C'est intéressant. Et justement, quand on rentre pour la première fois dans un fonds, qu'on obtient, on va dire, son premier CDI, quelle qualité, justement, l'analyste doit maîtriser? Parce qu'évidemment, ça va évoluer au fur et à mesure du temps, ses compétences, mais au début, qu'est-ce qu'il est important de maîtriser? Qu'est-ce que toi, par exemple, tu attends justement d'un analyste qui débute dans le métier? En fait, je pense que le point clé dans nos métiers, parce qu'on a traité beaucoup d'informations, beaucoup de sujets, et beaucoup de petites choses peuvent avoir une importance forte sur tout l'équilibre d'un projet d'investissement. Et donc il y a un élément qui est clé, c'est pour moi, pour un jeune, c'est le fait qu'il soit
qu'il ait en tête la notion de fiabilité des travaux, quelle que soit la tâche demandée, que ce soit une modélisation, que ce soit une analyse quantitative, une analyse financière, c'est que en fait, les travaux soient bien exhaustifs, qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que chaque fois qu'on fait une petite erreur, on va la retrouver à un moment donné avec un effet démultiplié. Donc il y a le fait d'être très focus, rigoureux, fiable, et à mon avis quelque chose de très important par rapport aux tâches qui sont confiées. Et puis après, chaque analyste va accumuler de l'expérience, de la formation sur les différents sujets. Et chaque opération va lui donner un peu plus de confiance sur la prochaine. Et la première fois, il va faire de l'analyse financière, puis ensuite, il va faire de la modélisation, puis après, il va faire de la négociation sur les packs d'actionnaires, ou sur les sujets fiscaux. Puis ensuite, dans le suivi, il va être confronté à un tas de sujets avec l'entreprise. Donc, c'est ça qui va le faire progresser. Et du coup, quels outils tu conseilles pour améliorer ses compétences à la fois techniques, mais aussi ses soft skills, et progresser? Est-ce que en fait, tout est bon pour apprendre. Je dirais, chaque fois qu'il y a un sujet nouveau, il faut développer son expertise sur le juridique, le fiscal, la modélisation financière, et les expériences de négociation. Il n'y a pas de... Ok. Et justement, donc, quel conseil, toi, tu donnerais donc, à un jeune qui aspire à un jour intégrer un fonds d'investissement? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner en particulier, quelqu'un qui n'est pas encore dans le métier et qui aimerait bien faire ça? Non, je pense qu'il faut avoir un bon bagage technique. En fait, finalement, il y a un peu de grandes expériences pour rentrer dans le private equity. Il y a l'analyse financière, donc le fait de bien comprendre, maîtriser ce que sont les comptes d'une société. Ça s'acquiert dans des cabinets d'audit, des cabinets qui font des due diligence sur les entreprises. Il y a aussi, toujours dans le monde financier, les gens qui ont fait de l'activité de conseil en valorisation ou de M&A, qui là aussi ont développé des expertises sur la partie financière. Et enfin, ceux qui ont une expérience dans les cabinets de conseil en stratégie, où là aussi, ils ont eu l'occasion d'exercer leur talent intellectuel pour comprendre des marchés, comprendre des univers de concurrence ou de transformation de business model. Donc tout ça, toutes ces formations-là sont des bonnes formations, constituent généralement un bagage de base pour après rejoindre le private equity. Et ensuite, donc, j'avais une autre question avant qu'on passe après sur l'entrepreneuriat. C'est quels aspects du private equity, toi, tu trouves les plus stimulants, les plus gratifiants? Pourquoi, toi, tu apprécies ce métier dans sa globalité? Alors, je pense que beaucoup est lié à la diversité des projets qu'on est amené à regarder. Finalement, dans une année, on va sans doute être amené à regarder de manière approfondie une dizaine de projets d'investissement. Donc ça veut dire des secteurs différents, des équipes différentes, des enjeux différents. Donc ça, c'est à chaque fois, je trouve, une stimulation intellectuelle qui oblige à réfléchir, qui oblige à connecter ce qu'on sait déjà sur des secteurs adjacents, sur d'autres secteurs. Et donc, c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Ça, la diversité est importante. Deuxième chose qui me paraît importante, c'est la qualité des échanges avec les dirigeants. À chaque fois, on découvre un monde et on découvre des équipes de qualité qui ont une histoire, qui ont des compétences, qui ont une connaissance de leur secteur et qui sont passionnantes. Et puis, il y a, une fois que les investissements sont faits, il y a la stimulation permanente sur tous les sujets qui concernent une entreprise, ses difficultés, ses litiges, les décisions d'investissement pour investir dans une nouvelle ligne de production, acheter une autre entreprise, renforcer une équipe, donc aider un management à recruter d'autres personnes. Donc tout ça, c'est extrêmement stimulant. Et puis, il y a toute l'ingénierie financière
qui est notre quotidien, à l'entrée, pendant la durée de l'investissement et à la sortie, là aussi, qui sont des sujets extrêmement intéressants. Donc c'est intéressant parce que justement, toi qui étais plutôt voué à devenir médecin à la base, on va dire dans ton enfance, tu t'es retrouvé en fait donc, à la fois dans l'entrepreneuriat, dans la finance, et ça t'a du coup captivé alors qu'à la base, tu n'avais pas forcément cette entrée. Donc ça montre que c'est un métier qui est quand même assez enrichissant, etc., et qui a quand même beaucoup évolué. Et du coup, donc, selon toi, comment le paysage du private equity il a évolué donc, au moment où tu as commencé, où c'était pas du tout aussi démocratisé qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, où c'est quand même beaucoup plus ouvert, enfin, on en parle quand même beaucoup plus. Ouais. Le métier est vraiment maintenant fixe, enfin, ça porte quand même le nom du private equity ou capital investissement en français. Et du coup, donc, qu'est-ce qui a changé et quelles tendances tu prévois, toi, dans l'industrie à l'avenir? Est-ce qu'il y a eu des gros changements entre les années 2000 et maintenant ou... Alors, oui, c'est-à-dire que si on reprend le fil, début des années 90, il n'y avait que quelques intervenants en France. La notion de fonds d'investissement en tant que tel n'existait pas. Juridiquement et fiscalement, ces outils n'existaient pas. Ils ont été créés au milieu des années 90. Et donc, à partir de là, se sont développées toute une série de sociétés de gestion qui, souvent, ont été des sociétés de gestion qui ont été bien filialisées par des établissements bancaires. Pour des raisons de fonds propres, enfin de ratio de fonds propres que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ce qui a donné naissance à toute une série d'acteurs, PAI, Astorg, BC Partners, et tout ça, CVC, toutes ces sociétés étaient à l'origine une émanation d'un groupe bancaire. Ok. Elles se sont développées, pour certaines d'entre elles de manière remarquable. Aujourd'hui, on a quand même plus de 250 sociétés de gestion en France, sur tous les segments et donc d'autres, bien sûr, se sont créés ex nihilo. Et ces sociétés couvrent globalement tout le spectre des besoins d'apport en capitaux aux entreprises, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Le venture, le capital développement, le LBO, les infrastructures, enfin bon, on a maintenant toute la gamme qui est présente. Ce qui est très probable, c'est qu'on assiste dans les années à venir à une consolidation de ces sociétés pour des raisons, on va dire, d'efficacité aussi pour les investisseurs institutionnels qui leur confient des capitaux. Okay. Pour un institutionnel, c'est plus facile de gérer 10 lignes que d'en gérer 50. Et c'est plus facile de gérer 10 lignes avec des sociétés de gestion qu'il connaît bien, qui vont lui apporter en fait toute la gamme d'investissements qu'il va souhaiter pour diversifier ses propres placements. Donc il y a une notion de consolidation qui est en cours. Ah, comme on l'a vu avec le rachat aussi d'ICA, du coup, ça rentre un peu dans ce que tu expliquais. Ouais. Donc maintenant, si tu veux bien, on va passer donc à la partie sur l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi ça fait aussi partie de ta vie. Donc en plus du private equity, donc tu as ce côté entrepreneur, donc tu es énormément impliqué donc au sein de l'association donc Entrepreneurs du Monde, dont tu es actuellement donc membre du conseil d'administration et tu as aussi joué donc un rôle actif au sein donc de l'AFIC qui aujourd'hui donc s'appelle France Invest et tu as assumé donc la présidence donc de la commission Capital Développement donc 2008 à 2009 et la vice-présidence donc du conseil d'administration de l'association de 2009 à 2010. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc tu commences par ce que tu souhaites, soit Entrepreneurs du Monde, soit France Invest, nous expliquer un petit peu ton rôle, ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Alors on peut commencer par France Invest. Donc France Invest, c'est vraiment une association qui regroupe l'ensemble des adhérents de la profession du capital investissement en France. Donc la vocation première d'une association de ce type, c'est de promouvoir l'activité du capital investissement, de défendre bien sûr les intérêts de ses membres et d'interagir avec les pouvoirs publics en France, mais aussi en Europe. Pour justifier le bien fondé de nos interventions, avoir un cadre de fonctionnement stable, que ce soit juridique, fiscal, financier, et également faire connaître par un certain nombre de publications, d'études, l'efficacité de notre profession au regard du développement des entreprises qu'on finance et de la création d'emplois.
Donc finalement, quand on consacre un peu de temps en tant que membre plus actif dans les institutions de France Invest, on agit pour le bien fondé, disons pour le support et le bien fondé de notre profession en France. Et j'allais justement donc lier un petit peu cette question avec la question sur les outils que je t'ai posé du coup pour les jeunes. Du coup donc France Invest, comme tu l'as dit, ça aide aussi donc pour la profession, mais c'est aussi également donc important, je pense, pour les jeunes, parce qu'il y a différents événements donc qui sont organisés, etc. Donc est-ce que toi, donc au moment où tu rejoins donc l'AFIC, comment c'était structuré à ce moment-là et comment ça a évolué du coup vers plutôt donc France Invest, qui a quand même beaucoup changé entre temps? Alors, je pense que la philosophie est restée la même, et en fait les outils se sont professionnalisés. Donc si on prend sur finalement les 10-15 ans qui se sont écoulés, la formation existait, les réunions, les études étaient déjà présentes. Disons que les contacts avec les pouvoirs publics, que ce soit Bercy, les représentations, la représentation nationale qui s'intéresse à tout ce qui concerne le capital investissement, donc tout ça existait, mais les choses se sont professionnalisées, il y a plus d'événements, il y a plus de réflexion et de travaux coordonnés sur l'ESG, sur la partie transition énergétique, sur la formation. Voilà, donc ce qui permet aux jeunes d'abord de ne pas rester dans leur seule société, mais de rencontrer d'autres jeunes qui font le même métier qu'eux, de bien se former. La formation étant réalisée à la fois par des professionnels du capital investissement et par des spécialistes de la formation académique, donc ça, ce qui est un bon complément pour justement donner les outils aux plus jeunes. Donc on a une association qui joue à plein son rôle, à mon avis, par rapport à ces membres. Ok. Et donc maintenant sur Entrepreneurs du Monde, donc là c'est un petit peu différent. Comment toi ça t'est venu donc du coup de t'engager dans ce projet, comment ça s'est passé? Oui, alors Entrepreneurs du Monde, c'est une association but non lucratif qui vient de fêter ses 25 ans. Moi, je les accompagne depuis plus de 15 ans, où j'ai été membre du conseil, j'ai été président à un moment donné du conseil d'administration également. Et puis, en fait, donc l'idée, c'est de développer des institutions de microfinance dans des pays qui sont généralement des pays pauvres, et dans ces pays pauvres, d'essayer de cibler ces institutions de microfinance vers les plus pauvres. Donc voilà, on a vraiment... Et tout ça avec des outils méthodologiques maintenant assez bien rodés. Et donc notamment en Afrique de l'Ouest, en Asie, en Haïti, donc dans des pays pas faciles, à la fois pour des raisons géopolitiques ou économiques. Et l'idée, c'est vraiment ce mélange microfinance, formation, et puis deuxième pôle qu'on a développé, c'est l'accès à l'énergie, donc les lampes solaires, les réchauds améliorés, les micro-réseaux électriques. Et donc là, finalement, j'ai joué un rôle bénévole. Mais en essayant de faire profiter de mon expérience financière ou organisationnelle pour développer des projets. Alors pas nécessairement au niveau local, parce que ça ça va pas être du tout mon expérience, mais par contre au niveau des structures qui vont aider l'association. On a créé une société de financement long terme qui va financer les instituts de microfinance dans les différents pays. Et on a créé un fonds de dotation, et on a maintenant également en train de développer un fonds d'investissement qui va prendre des participations dans les différentes institutions de microfinance localement. Donc tout ça, tout ça, c'est effectivement une activité bénévole et que je suis très content d'exercer, parce que c'est vraiment finalement le fait de rendre un petit peu l'expérience que j'ai acquise par ailleurs sur un projet qui là vraiment est à destination des plus pauvres. Ok, donc en fait tu as un peu imbriqué ton métier, on va dire, dans cette association, du coup tu les as aidés avec ton expérience. Et du coup cet engagement, c'est comment depuis que tu es enfant, tu as cette volonté d'aider ou de transmettre ce que tu sais? Non, alors ça a été vraiment une rencontre. Ça a été une rencontre avec le fondateur d'Entrepreneurs du Monde, qui est de ma génération, qui est quelque part de ma formation, qui avait fait une école de commerce, mais qui lui... très tôt, vraiment lui avait sa vocation depuis qu'il est donc jeune étudiant, et finalement a passé sa vie à développer des projets au bénéfice des plus pauvres.
Et donc je trouvais que son engagement était fort, il était extrêmement, il était incroyable en termes de force et de vitalité. Et donc voilà, c'est ce qui m'a décidé à m'engager à ses côtés. Et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Voilà. Ok. Et du coup, donc, pour revenir du coup un peu plus à ton côté donc, dirigeant d'entreprise, parce que tu étais donc, dirigeant de Nixen et tu l'es encore, est-ce que tu as rencontré donc, des moments difficiles, mais là plus sur le côté donc, entrepreneur, c'est toi qui diriges la société, est-ce que tu as eu justement des difficultés par exemple au moment où tu as changé de stratégie avec Nixen, ou peut-être à d'autres moments dans ta carrière? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Je pense qu'en tant que dirigeant d'une société de gestion, moi j'ai vécu beaucoup de moments difficiles, okay. C'est normal. Donc, alors il y a des moments difficiles qui sont liés à l'activité. Quand une société va mal, c'est compliqué. On a un impact financier potentiel sur notre fonds. On a un impact psychologique parce qu'on sait qu'on est face à une difficulté et que ça va prendre du temps. Donc ça, c'est des moments pas faciles. Il y a des moments pas faciles quand quelqu'un qui est là depuis longtemps décide de partir. Ok, oui, effectivement. Donc ça, c'est toujours des moments complexes. Hein. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que on est dans des métiers longs où quand généralement on rejoint une équipe, on y reste 5, 10 ans, 15 ans. Donc voilà. Donc le départ de quelqu'un est toujours une perte, toujours une perte de savoir-faire, de confiance, d'habitude de travailler en commun. Voilà. Donc ça, c'est des moments difficiles. Et puis, lorsque on a changé de stratégie en 2018-2019, il a fallu en fait gérer finalement la décroissance d'une certaine manière de la taille de l'équipe. On n'avait plus besoin du même nombre de personnes. Et donc, là, il a fallu trouver les approches adaptées pour permettre à chacun de retrouver un futur. Voilà. Donc, ce qu'on a essayé de faire intelligemment. Ok, ce qui n'est pas simple du coup. Ce qui n'est pas simple non plus. Donc voilà, on porte beaucoup de choses sur ses épaules en tant que dirigeant. Ok. Et ça, qu'est-ce que ça t'a appris justement, toi, en tant que dirigeant? Est-ce que tu en as tiré des choses, ou qu'est-ce que tu as appris en fait concrètement de ces difficultés? Est-ce que tu as pu... Je pense que le métier est un métier long, et donc avant de prendre une décision, il faut regarder beaucoup les conséquences des décisions. Le travail en équipe est très important dans nos métiers. Je suis toujours très très interrogatif quand on m'explique qu'il y a une personne qui a, dans une équipe d'investissement, qui arrive à tout faire toute seule, qui prend toutes les décisions seule, etc. J'ai toujours beaucoup de doutes parce que, généralement, il y a un moment donné où seul la roue magique s'arrête. Hein. Donc, par contre, la cohésion d'une équipe, le fait d'être à plusieurs à prendre une décision, là, ça me paraît être un vrai talent et une vraie force. Ok. Et du coup, est-ce que pour toi, donc le private equity, c'est une forme d'entrepreneuriat? Parce qu'on sait qu'en fait, ces deux métiers sont quand même assez liés, parce que finalement, on est en contact avec des entrepreneurs quotidiennement. Et donc, vu qu'en fait, on prend des participations dans une société, est-ce que pour toi, le private equity, c'est une manière en fait d'entreprendre quand tu es partenaire ou directeur de participation? Est-ce que pour toi, c'est plus ou moins les mêmes choses ou... Alors, c'est pas de même nature. C'est pas de même nature parce que finalement, le métier est assez identique d'un fonds à un autre. Finalement, les tâches qui sont réalisées sont assez voisines. Alors, il y a une notion d'entrepreneuriat parce qu'on est une société indépendante, détenue par généralement ses associés. Donc, voilà, ça, c'est ce côté entrepreneuriat. Mais malgré tout, on est d'abord là pour investir intelligemment les fonds qui nous sont confiés par des investisseurs institutionnels, généralement. Donc, on est quand même, je dirais, dans une sorte de tunnel logique d'action par rapport à un objectif qui est d'investir, de suivre et de désinvestir avec profit l'argent qui nous est confié. Ouais, je vois que le temps file, donc on va passer donc sur la toute dernière partie où c'est des questions donc plutôt ouvertes sur la profession ou sur d'autres choses. Donc du coup, est-ce que tu penses toi que les fonds d'investissement ils sont suffisamment donc digitalisés, parce que on est à une ère où il y a quand même beaucoup d'outils, beaucoup de choses qui évoluent. Est-ce que pour toi cette profession-là, elle est suffisamment du coup digitalisée ou non, en termes d'outils, en termes de... Alors, c'est une question qui est toujours très difficile. Je pense qu'on n'a pas tellement de benchmark, c'est-à-dire de modèles comparables de métiers voisins pour nous dire on est en avance ou on est en retard.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des parties de nos métiers, notamment dans le middle office et le back office, qui sont en train de se digitaliser rapidement. Pour tout ce qui concerne la levée de fonds, le fait d'enregistrement des investisseurs dans des systèmes de quasi-automatique, puis de validation par des tiers de leur profil, etc. Okay. Donc tout ça, tout ce qui se faisait à la main est en train de se digitaliser. L'analyse des dossiers, à mon sens, est en train de se digitaliser aussi, parce qu'on va avoir bientôt des bases de données extrêmement exhaustives pour pouvoir comparer les performances d'une entreprise par rapport à ses pairs, par rapport de manière internationale, d'avoir des indicateurs de valorisation, là aussi, qui vont être collectés sur des très grandes bases de données. Donc, je dirais, tous les aspects analyse financière vont de plus en plus vont vers une digitalisation. On peut même imaginer des systèmes experts qui disent bah voilà, on a rentré tous les paramètres du dossier, le taux de croissance, la marge, etc. Combien ça vaut et est-ce qu'il faut faire ou pas l'investissement. Mais par exemple, justement, des outils comme l'intelligence artificielle ou ce genre de choses qui seraient capables Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un outil qui permette d'être une aide à la décision en disant est-ce que par rapport à ma stratégie, c'est une bonne ou c'est un mauvais investissement. Par contre, je pense que ce qui sera difficile à modéliser, c'est le relationnel et l'évaluation de l'équipe de management avec laquelle le fonds va travailler. Tous les aspects humains, en fait, finalement. Là, on rentre quand même dans une dimension de est-ce que la personne avec qui... Est-ce que je vais être en confiance ? Est-ce que cette personne que je vois va effectivement être là, rester et délivrer la stratégie qu'elle me décrit ? Et ça passe par de la discussion, ça passe par de l'échange, ça passe par des heures d'interaction. Et là, je pense qu'on n'est pas encore. C'est sans doute la zone, à mon avis, où la digitalisation pour le processus de décision sera la plus tardive ou la plus difficile à mettre en œuvre. Et donc c'est quand même un outil qui va être, ça va être quand même déterminant. Certains fonds qui n'arriveront pas à se digitaliser, par exemple, pourront complètement être écartés des autres, ou il y aura peut-être un tournant. La digitalisation, comme toujours, elle va permettre d'avoir en un minimum de temps un maximum d'analyse. Et donc, en fait, ça va jouer. Ça va changer le travail des équipes. Ok, oui. Oui, ça va plus être la même chose. Donc là où on passait des heures, voire des jours à faire des analyses comparables, peut-être qu'on aura un outil qui permettra d'y arriver beaucoup plus vite. Et donc que le travail des membres de l'équipe changera. Et du coup, des difficultés aussi, parce qu'en fait, si tout le monde peut utiliser ces outils-là, du coup, tout le monde pourra analyser plus ou moins les mêmes choses et il y aura plus cette différenciation à aller trouver un projet, on va dire, individuellement, ou ce genre de choses. Donc ça peut aussi poser problème à ce niveau-là. Exactement. On ne sait pas, du coup, ce qui est un peu lié comme question. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'intelligence artificielle et donc pour l'impact que ça a sur la profession? Tu m'en as un petit peu parlé, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tous les aspects chiffrés pourront être traités plus ou moins par l'intelligence artificielle. Ok. Par contre, il restera le relationnel, l'humain, et puis entre guillemets les paris, c'est-à-dire le fait de dire est-ce que telle entreprise va être capable d'aller plus vite que son marché, est-ce qu'elle en a les outils, est-ce qu'elle en a la force, et là c'est compliqué à analyser. On peut toujours faire du comparable en se disant est-ce que je colle à mes pairs, est-ce que je suis mais dans la réalité, oui. Dans la réalité, la surperformance est un sujet compliqué. Et du coup, donc en lien avec la profession, qu'est-ce que toi tu penses donc, des différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou bien YouTube? On sait que c'est un outil qui permet des fois de montrer différentes professions, de s'exprimer sur différentes choses, etc. Donc qu'est-ce que toi tu en penses? Quel impact ça a? Alors tous ces outils sont souvent des outils short, c'est-à-dire avec des formats très courts. Je pense que le métier, ce que l'on fait, suppose un format un peu plus long en termes de façon à ce que tout un chacun s'imprègne de ces enjeux. Et on a une spécificité en France, c'est qu'on a généralement une culture économique qui est assez limitée ou qui est mal enseignée. Et donc, on a tendance à rejeter ce qu'on connaît mal, alors que finalement, notre métier, il est le plus simple qu'on puisse imaginer. On apporte des capitaux, et ces capitaux permettent le développement de projets à tout niveau de maturité. Oui. Donc, finalement, les choses sont assez simples. C'est la vision qu'on a qui est brumeuse, alors qu'elle devrait être claire.
Parce que finalement, elle est très simple. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a longtemps été complexe, on va dire. Présenté comme complexe. Oui, c'est ça. Ou du moins, c'était quand même aussi plutôt fermé, entre guillemets, parce que vu que c'était un métier nouveau, etc., c'était quand même pour une certaine catégorie de personnes, entre guillemets, et c'était quand même difficile de rejoindre ce métier-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les différents outils, je pense que ça permet donc d'ouvrir en fait ce monde à tout le monde et à des personnes qui potentiellement n'auraient peut-être pas connu ce métier-là s'ils n'avaient pas eu plus d'informations. Donc c'est intéressant. Juste avant de finir la vidéo, est-ce que toi, tu as un sujet que tu aurais aimé aborder dans cette vidéo ou peut-être pour une prochaine? Non, juste si on fait un petit flashback, finalement, je fais ce métier depuis presque 35 ans, ce qui est très long, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si je l'ai fait pendant 35 ans, c'est qu'il est passionnant. Il est passionnant, qu'il permet un parcours professionnel, je dirais, enrichissant. Mais il y a aussi une dimension qui est à garder en tête par rapport, par exemple, quelqu'un qui se pose la question en disant est-ce que je vais faire du private equity, est-ce que je vais créer mon entreprise, etc. Voilà, ce genre de réflexion. En fait, il faut accepter une forme de frustration. Alors, je vais expliquer ce mot. C'est qu'en fait, la mesure du succès de notre métier, c'est lorsque, une fois qu'on a investi et suivi un projet, enfin, suivi une société, on vend cette société. Et là, on a la mesure de notre succès. Est-ce qu'on a ou pas multiplié l'investissement initial dans des proportions importantes? Et quand on a vendu, en fait, c'est fini. Oui. Et donc là, il faut gérer la frustration de se dire, c'est comme si on avait vendu sa société ou notre société. Et ça, on va le répéter au cours d'une carrière professionnelle des dizaines de fois. Donc il faut accepter cette frustration, de se dire en fait on est là de manière temporaire, 5 ans, moyenne, pour créer de la valeur, pour accompagner un projet. On va tisser des liens extrêmement forts avec une équipe de direction et ces liens vont s'arrêter au bout de 5 ans. Oui, c'est vrai que c'est assez frustrant. Parce que donc il faut accepter cette frustration pour, entre guillemets, bien faire ce métier. Parce qu'il faut savoir vendre. Ok, c'est super intéressant d'avoir ce retour-là justement. Et si tu as tes derniers mots pour la vidéo. Non, c'était une occasion de s'exprimer que tu m'as donné pour décrire un peu ce métier. J'espère que ceux qui voient cette vidéo se diront que sauront un peu plus et donneront envie d'être soit de rejoindre le métier, soit au moins d'en comprendre les tenants et les aboutissants, si jamais en tant qu'entrepreneur, ils sont demain aux côtés d'investisseurs qui viennent à leur capital. Ok, Jean-Paul, merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup.